Alors, dernière conf de la journée. Moi, j'ai trouvé ça génial quand j'ai vu le programme, de dire waouh, il y a une conf qui va faire écho à la keynote d'ouverture qu'on a eu hier. Petite question, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un perspectographe? Ah, vous savez pas? Moi, je ne savais pas jusqu'avant que je prépare un petit peu. C'est un appareil qui a été inventé au XVe siècle pour faire des peintures en grand format avec des premières profondeurs. La suite, c'est l'arrivée du train, qui est un célèbre film qui a été fait en 3D au début du XXe siècle, où les gens voyaient un train qui sortait de l'écran, ça créait de l'hystérie. Donc là, on était vraiment sur le début de la projection 3D. Si on fait un bond en avant, il y a eu Pixar Toy Story, qui a été le premier film d'animation qui a appliqué tout ce qui concerne les principes de 3D. Mais en fait, ma question, c'est comment est-ce que ça fonctionne, ce rendu 3D qui donne vie à ces univers virtuels? Quel lien il y a entre notre vision et notre carte graphique? Thomas va nous aider à comprendre le fonctionnement de cette grande illusion. Merci de l'encourager. Merci pour cette introduction et merci à vous d'être là pour ce dernier talk avant la keynote de clôture. Je ne vous cache pas, je commence à fatiguer, je pense que vous aussi. Du coup, je vais essayer de tâcher sur ces 20 prochaines minutes de vous garder attentif et je vais essayer de vous parler de magie. Je vais vous parler de magie, mais je ne vais pas vous parler de n'importe quelle magie. Je vais vous parler de la magie de la 3D. C'est une magie qui permet d'ouvrir des fenêtres où vivent des dragons. Et de l'autre côté. C'est une magie qui permet, en quelques minutes, en quelques semaines peut-être, de concevoir, de penser des villes pour peut-être demain les concrétiser dans la réalité. Mais c'est aussi une magie qui nous permet d'apprendre, de comprendre, de voir un cœur encore battant pour l'analyser sans avoir recours à la chirurgie. Mais comme toutes les magies, cette dernière est basée sur une illusion, une sensation, une interprétation erronée de données sensorielles qui nous donne ce faux semblant de réalité. Je m'appelle Thomas Guibert, je suis développeur .NET JavaScript, je suis actuellement chez Shodo. C'est une ESN qui a compris que la qualité, on devait la faire dans notre produit, dans la tech, mais pas seulement, aussi dans notre entreprise en tant que telle, avec une répartition plus sociale des différentes valeurs que l'on peut apporter. Mais avant de commencer cette aventure super cool chez Shodo, que j'aimerais bien vous parler davantage, mais il n'y a pas le temps, j'ai passé 3 ans chez Dassault Systèmes, où j'ai travaillé en tant que prestidigitateur sur la modélisation des villes de Rennes et de Singapour. Mais assez parlé de moi, et revenons à la scène qui vous a accueilli lorsque vous êtes rentré dans cet amphithéâtre. Arrêtons-nous un instant sur une des frames de cette image et analysons ce que nous avons devant nous. Nous avons devant nous une scène 3D. Cette scène 3D a plusieurs composants. Elle a des objets 3D, des mèches, mais elle a aussi de la lumière, des textures. Nous allons essayer de voir dans les temps qui nous restent comment tous ces éléments fonctionnent ensemble pour donner vie à cette scène. Donc, comme je vous l'ai dit, notre scène est composée d'objets 3D. Un objet 3D, ce n'est pas très compliqué, comme on peut le voir ici, ce sont des triangles qui, dans la 3D, qui mis les uns à côté des autres, forment un genre de coque. Et c'est cette coque qui forme notre objet 3D. Jusque-là, ça va. Autre point super complexe, un triangle. C'est la base de notre objet 3D. Un triangle, c'est 3 points, 3 sommets, des vertex en anglais. Et lorsque l'on les regroupons, nous avons un triangle dans la 3D, donc en fait une face. En rajoutant de nouveaux points, et en fonction de la façon dont nous allons relier ces différents points, nous allons faire émerger d'autres faces et créer d'autres faces. Ici, j'ai sélectionné un vertex en particulier, le 4801. C'est un vertex parmi les 4823 vertex que compose cet objet 3D. Donc, comme je vous l'ai dit, j'insiste dessus, un vertex, c'est un point dans la 3D. Il y a une coordonnée x, y, z. Là, j'imagine, vous dites bien, ce n'est pas une personne sur son éditeur de texte qui s'amusait à dire bon, bah là, mon vertex à la position X, ça va être ça. Ça va plutôt être des graphistes qui, avec des outils tels que Blender ou Maya, vont designer ces différents objets 3D. Ils vont les designer et ensuite ils vont les exporter dans différents types d'objets, comme par différents types de fichiers, comme des points OBJ, des points STL ou encore des colladas, en fonction de toutes les informations qu'ils souhaitent stocker au sein de ce fichier. Ce fichier, ensuite, il va être interprété par des moteurs 3D. Vous en connaissez probablement quelques-uns, tels que Unity, Unreal, les plus courants, mais il en existe plein d'autres aussi qui ont été
designés, créés par les différentes boîtes en fonction de leurs différents contextes. Dans ces cas-là, ils vont avoir codé souvent en C++ avec une librairie telle que OpenGL ou DirectX, où ils vont donc récupérer ces différents objets 3D pour les envoyer à notre carte graphique. OpenGL DirectX étant présent justement pour cette communication entre notre CPU, notre programme et notre carte graphique. Donc c'est cool, on a vu comment modéliser un objet sous un objet 3D, avec Maya, Blender par exemple. Et donc notre graphiste l'a modélisé dans ce qui s'appelle l'espace de l'objet. Okay, avec un référentiel, un point 0, 0, 0, à partir duquel tous les autres points sont référencés. Donc c'est cool, mais à un moment, on veut d'autres objets. Et là, il peut se passer des problèmes. Donc on pourrait se dire, OK, avec ce même référentiel, on va faire en sorte que les graphistes se coordonnent entre eux. En vrai, non, hein, on ne va pas s'embêter comme ça. On va plutôt passer sur un autre référentiel, un référentiel de référentiel. Le référentiel, l'espace monde. Cet espace monde, c'est un nouveau référentiel qui va référencer nos différents objets pour que ces objets 3D puissent évoluer en commun. Donc comment est-ce que l'on fait pour passer de l'espace de notre objet à notre espace monde? Ce n'est pas très compliqué non plus, il suffit de faire une multiplication de vertex. Prendre la coordonnée de vertex de notre point, de notre vertex dans l'espace objet, de multiplier par cette matrice monde, et on devrait la voir arriver dans notre espace monde. Cette matrice monde, elle va nous permettre de faire des rotations, des translations, ou encore des mises à l'échelle. Notre espace monde, c'est intéressant, mais ce que l'on voit à l'écran, c'est un point de vue de cet espace monde. C'est le point de vue de la caméra. Cette caméra, donc on va transposer, projeter cet espace-monde dans l'espace de la caméra, depuis un certain point de vue. C'est lors de cette étape, lors de la projection de l'espace-monde vers l'espace caméra, que l'on va voir apparaître des effets tels que la perspective, et puis les premiers éléments d'optimisation, comme par exemple ne pas rendre tous les éléments qui sont simplement pas vus par la caméra. Tout cela, ils ne vont pas apparaître à notre écran, donc on ne va pas s'embêter à les calculer. Idem pour les éléments qui sont cachés les uns derrière les autres. On ne va pas s'embêter à calculer la position de ces vertex-là, juste parce que de toute façon, on ne les verra pas, la caméra ne les verra pas. Nous avons donc vu que nos objets étaient créés dans l'espace objet, qu'il fallait les transférer dans l'espace monde, et ensuite une projection allait les faire passer dans l'espace de la caméra, les projeter dans l'espace de la caméra. L'étape suivante consiste à normaliser ce qui est vu par la caméra. Normaliser dans un référentiel entre -1 et 1, de façon à, par la suite, transposer ce qui est vu par la caméra sur n'importe quel type d'écran, que ce soit notre écran 4K ou notre écran HD ou résolution inférieure ou un écran de portable. Grâce à cette normalisation, on va pouvoir garder les proportions. Mais jusque-là, on est toujours dans le monde de la 3D. On n'est pas encore arrivé dans le monde de la 2D. La dernière étape s'appelle la rastérisation et va retirer une des dimensions, va projeter concrètement sur notre espace 2D. Rentrons un peu plus en détail sur ce qu'est la rastérisation. La rastérisation, ça consiste à discrétiser notre image. Nous avons ici une ligne noire qui a une définition infinie. On pourrait zoomer à l'infini sur cette ligne noire. C'est juste une ligne, c'est une représentation mathématique. Mais donc, elle évolue dans un espace infini. Mais notre écran, lui, est fini. Il a un certain nombre de pixels. Il va donc falloir choisir quels sont les pixels qui vont représenter cette ligne infinie, cette ligne avec une définition infinie. Donc il existe plusieurs algorithmes de rastérisation. Ce n'est pas le sujet de la présentation et ce sera géré par notre carte graphique. Un des effets de bord de la rastérisation, c'est justement sa limite de pixels. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir ces effets d'aliasing lorsque vous étiez sur des jeux vidéo, ce genre de choses, de voir ce crénelage ici, et qui se voit de moins en moins, ceci dit, de nos jours. Aujourd'hui, on a des écrans 4K, voire peut-être même demain 8K. On a des cartes graphiques qui peuvent nous permettre de faire des effets de post-traitement qui vont flouter un petit peu ces arêtes qui sont un peu disgracieuses. Et donc, pour avoir le résultat que je vous présente ici, ici c'est un caillou qui est au fond de la scène. Il a fallu que je fasse passer ma résolution en basse définition, en 400 par 600, je crois, que je zoome à fond, que je vire les effets de post-traitement. Aujourd'hui, il faut la chercher. Mais par design, on voit encore cet effet de crénelage. Cet effet de crénelage existe et est dû à notre mode de rendu. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici, toutes ces transformations, sont réalisées par des shaders. Ces shaders, ce sont des programmes qui sont écrits dans un genre de langage C, qui sont hébergés, envoyés depuis notre programme côté CPU vers notre carte graphique. Ce premier programme
ces shaders vont récupérer, un premier shader va récupérer en entrée des vertex dans l'espace objet, et va faire toutes les multiplications de matrices que je vous ai présentées précédemment pour passer de l'espace objet à l'espace normalisé. Nous sommes toujours dans le monde de la 3D jusqu'ici. Notre carte graphique, ensuite, s'occupera de rastériser, de passer du monde de la 3D au monde de la 2D, de définir ainsi que tel pixel correspond à telle partie de tel triangle. Enfin, un dernier shader, le pixel shader, va se dire, sachant que je suis en train de travailler sur tel triangle, que ce pixel correspond à tel triangle, je vais pouvoir lui donner telle ou telle couleur. Tous ces éléments, ces deux vertex que je vous présente ici, sont donc des programmes qui sont envoyés depuis notre projet Unity, OpenGL ou DirectX vers notre carte graphique. Donc jusque-là, c'est cool, nous avons réussi à définir des objets dans la 3D. Très bien. Ils ne sont pas texturés, ils ne sont même pas encore éclairés, mais on a réussi à les placer quelque part dans le monde de la 3D, dans notre scène. Jusqu'ici, je vous ai dit qu'un vertex, c'était une position dans la 3D. C'est vrai, mais c'est fortement incomplet. En fait, on peut attacher plein d'autres choses à un vertex. Il faut plutôt voir un vertex comme étant un buffer qui peut tenir plein d'informations. Dans cet exemple-là, il y a des normales, des vecteurs de tangents, de binormales et des textures de coordonnées. On va s'intéresser dans le premier temps à attacher une couleur, par exemple, à un vertex. On va dire que notre vertex 1 sera vert, tandis que notre vertex 2 sera rouge. Donc on a donc dans notre buffer, les 3 premiers octets correspondront à la position de notre objet 3D, tandis à notre vertex dans le monde de la 3D, tandis que les 3 octets suivants correspondent à l'encodage de la couleur. C'est cool. Comme ça, on saura que le pixel qui correspond à l'écran au vertex 1 sera vert, et le pixel qui correspond au vertex 2 sera rouge. Mais qu'en est-il de tous les pixels qui sont entre ces différents éléments ? Bien, notre carte graphique va s'occuper de faire une interpolation entre ces différents éléments. Elle va déduire que le pixel, qui est exactement entre le pixel correspondant au vertex 1 et le pixel correspondant au vertex 2, lui doit être jaune, parce qu'il va faire moitié rouge et moitié vert. On a vu ici qu'on pouvait attacher donc des couleurs à notre vertex, mais on peut aussi attacher des coordonnées de texture. Une texture, une image, en fait, c'est simplement une image, un PNG, un JPEG, peu importe, réalisée par des graphistes sur différents outils et qui vont être toujours pareil, être chargés depuis notre programme, en C++, en Unity, peu importe, et envoyer à notre carte graphique. Grâce à cela, on va pouvoir indiquer à chacun de nos vertex d'aller récupérer des couleurs sur notre image de texture, en disant par exemple que le vertex 1 doit aller récupérer la couleur de l'image à la position 0,0 et le vertex 2 à la position 0,5, 0,75 par exemple. Toujours grâce à l'interpolation, on va pouvoir ainsi texturer notre face. C'est cool, on a réussi à avoir des objets dans la 3D qui sont texturés avec des couleurs, mais pour le moment, on n'a toujours pas allumé la lumière. Ce qu'on va vouloir, c'est quelque chose comme ça. Enfin, allumer le bouton qui va nous permettre de voir ce qu'il se passe. Donc la scène que je vous présente ici, elle n'est pas terminée, il manque encore plein d'effets de post-traitement, mais au moins, on a réussi à allumer la lumière. La lumière, c'est plusieurs composants. La première composante de la lumière, on va dire que c'est la lumière ambiante. C'est un peu la couleur de base de l'objet. C'est dans un monde où il n'y a pas de noir absolu, il y a toujours une source de lumière, même la nuit, la lune, les étoiles, peu importe. Et la couleur ambiante est la couleur de base de l'objet, la couleur la plus sombre que peut avoir notre objet. On voit d'ailleurs qu'à ce moment-là, on n'a pas trop de sensation de relief. L'autre composant d'une lumière est la lumière diffuse. Là, on va commencer à voir qu'il y a un peu de 3D avec des contrastes au niveau des couleurs. Pour calculer la couleur de l'objet grâce à la lumière diffuse, on va attacher à chacun de nos vertex un vecteur de normale. Donc un vecteur de normale, c'est un vecteur perpendiculaire à la face qui nous intéresse. On constatera que si le vecteur de normale va dans le même sens que le vecteur de direction de la lumière, alors ça veut dire que la face est en train de tourner le dos à la source lumineuse. C'est ce qu'on verra sur la partie gauche à l'écran, où c'est plus foncé. Contrairement à la face qui est éclairée, où là, le vecteur de normale ira vers la lumière et les deux vecteurs seront en sens inverse. Un autre composant de la lumière est la lumière spéculaire, ce point blanc que l'on peut voir sur notre cube. Et celui-ci va permettre d'avoir des rendus correspondant un peu aux différents matériaux qu'on va pouvoir rendre. Typiquement, une table en bois ou de la pierre
aura une spécularité beaucoup plus faible, un point blanc beaucoup plus diffus, tandis qu'une table en métal aura un point blanc beaucoup plus marqué. Pour calculer cette spécularité, on va rattacher un nouvel élément à notre vertex. On va rattacher un vecteur de réflexion. Et en fonction de la position de la caméra, donc du point de vue que l'on veut voir de notre objet, et du type de rendu que l'on veut avoir, on va pouvoir calculer ce cercle de spécularité. Encore une fois, j'insiste que tous ces calculs ils sont réalisés au niveau du pixel shader. C'est quelqu'un qui a codé dans un genre de langage C un code qu'il envoie ensuite à notre carte graphique pour faire tous ces traitements. Enfin, en combinant tous ces procédés, on arrive donc à la lumière combinée, qui est celle que l'on voit un peu dans la scène que l'on a vue au début. C'est cool, on a vu grâce à des textures, à notre objet 3D et à de la lumière, on arrive à créer des matériaux. Par exemple ici, un matériau de style granitique, enfin rocheux. Je vous ai aussi dit qu'on pouvait attacher des couleurs à chacun de nos vertex. Dans la pratique, on va plutôt systématiquement, ou du moins très très régulièrement, passer par des textures et faire plutôt du mapping de textures plutôt que d'attacher à chaque vertex une couleur spécifique. On se doute que typiquement ici, cela aurait été compliqué de dire que le vertex qui est juste ici doit avoir une couleur marron pas trop foncée mais quand même un petit peu, et de trouver la bonne couleur. Ce qu'on va faire plutôt, c'est plutôt prendre notre modèle 3D, le découper, le mettre à plat, un peu comme un patron, que vous avez déjà fait des patrons avec des cubes. On peut faire la même chose avec notre modèle 3D, le mettre à plat et dire à un graphiste, bah voilà, tu peux nous colorier la texture qui conviendra pour cet objet 3D là. Ou inversement, laisser le graphiste mettre les spécificités qu'il souhaite dans la modélisation sous Blender ou sous Maya des rendus qu'il veut avoir pour cet objet-là, et ensuite le mettre à plat, l'extraire en tant qu'une texture à part. Donc ces textures ont l'avantage d'apporter une certaine flexibilité, de ne pas rentrer trop dans les détails de tel vertex doit prendre telle couleur. L'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, à cause, entre guillemets, de ces textures, on a besoin d'avoir des cartes graphiques qui ont énormément de RAM. Parce que là, sur cette présentation, les textures, elles sont mises en toutes petites, mais en réalité, dans les jeux que l'on utilise dans la vie de tous les jours, ce sont plutôt des textures qui sont encodées en 4K, ou voire même en 8K. On dira même pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher des résolutions aussi importantes. C'est parce qu'en fait, nos triangles, ils sont plats, et grâce à ces textures qui sont ultra détaillées, on va pouvoir faire semblant qu'il y a des reliefs sur une surface plate. Autre point rigolo aussi, c'est qu'on s'est dit, c'est cool, on peut appliquer des couleurs grâce à des textures de couleurs, cool, mais en fait, on peut aussi appliquer des vecteurs, typiquement des vecteurs de normale. Plutôt que d'aller s'amuser à mettre pour chaque vertex, d'indiquer quelle est la normale pour ce vertex-là, eh bien on peut faire de même, avoir une image de normale. Parce qu'en fait, une couleur, c'est encodé sur 3 canaux, RGB, et un vecteur dans la 3D, c'est encodé sur 3 canaux, X, Y, Z. Donc on a ainsi vu que depuis notre programme en 3D, il était possible d'envoyer des informations de vertex, des modèles 3D, à notre carte graphique. Que notre carte graphique, grâce à l'intermédiaire du vertex shader, allait pouvoir transformer ces vertex de l'espace objet à l'espace normalisé. Que notre carte graphique allait ensuite s'occuper de faire une rasterisation, de mettre à plat pour passer d'un monde infini, qui est notre espace monde vu par la caméra, à l'espace 2D de notre écran finalement. Enfin, le second shader, le pixel shader, va récupérer les différents composants, différents assets, des textures et des algorithmes de calcul de la lumière pour faire le rendu final que nous avons étudié jusque-là. Donc comme vous avez pu le constater, je ne suis pas un très bon magicien parce que je vous ai un peu expliqué comment ça fonctionnait la 3D. Et du coup, il n'y a plus la magie. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'aujourd'hui, les jeux type AAA, comme on a dans cet exemple-là, The Witcher, fonctionnent? Je pense qu'il y a quelques petites choses en plus. Et je vous invite à aller voir cette study graphique qui rentre vraiment dans les détails des différents points. Aujourd'hui, au cinéma, on a de plus en plus de mal à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Est-ce que c'est ce type de rendu que je vous ai présenté, de rasterisation, qui est utilisé aujourd'hui au cinéma ou dans la technologie en général? Je vous laisse compléter là-dessus. Je vous laisse aussi quelques liens vers les différentes sources qui ont permis de faire cette très brève présentation, ainsi qu'un QR code qui vous permet de retrouver cette présentation. Et enfin, une petite vidéo qui vous présente toutes les passes de rendu qui ont été nécessaires
à la réalisation de la scène que nous avons étudiée. Merci pour votre attention et j'écoute de vos questions. Merci.